Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Ludovic Meuret, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Bienvenue au lundi du RAR, le webinaire mensuel du groupe RAR, Recherche en anesthésie réanimation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui le professeur Oussama Abouarab, qui est médecin anesthésiste réanimateur au CHU Amiens-Picardie. Alors, il va nous présenter l'essentiel de la RFE SPHAR 2024, qui traitait de l'optimisation hémodynamique périopératoire. Alors, on a choisi ensemble de se concentrer sur la partie adulte, parce qu'il y avait trois volets, adulte, obstétrique et pédiatrie, parce que ce sont des thèmes à part entière. Vous pourrez bien sûr lui poser vos questions en utilisant le chat. Je me chargerai de les poser ensuite à Oussama. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Oussama le temps qu'il partage son écran. Et puis nous nous retrouvons ensuite. Et avant toute chose, merci beaucoup Oussama d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je te passe la parole. Euh, Merci Ludo. Bonjour à tous. Merci beaucoup Ludo et tous les membres du RAR pour cette invitation. Vraiment ravi d'être présent de loin, mais présent quand même avec vous tous. Et n'hésitez pas, comme il était dit, là, à poser toutes les questions au fur et à mesure ou après. En tout cas, on aura tout le plaisir, j'espère, d'échanger ensemble. Donc, on va parler des recommandations qui viennent de sortir très récemment, donc en mars 2024. Sur une mise à jour de recommandations sur l'optimisation hémodynamique périopératoire pour lequel j'ai eu la chance de participer en tant qu'expert. Et donc, je vous propose ici une lecture collective de ces RFE. Et, voilà. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Et donc, comme je vous disais, pour recontextualiser un petit peu, on était sur des RFE qui dataient de 2013 euh, et qui était beaucoup axé sur les stratégies de remplissage vasculaire périopératoire, qui abordait un petit peu quelques situations particulières comme la chirurgie pédiatrique. Et donc là, il était temps, entre guillemets, d'avoir une mise à jour qui est sortie donc cette année et qui va être un peu plus étoffée et qui est surtout qui est divisée en trois gros axes. Et avec un seul axe qu'on abordera, il y a un axe adulte conventionnel, on va dire. Il y a un axe d'optimisation hémodynamique périopératoire pédiatrique et obstétricale. Pour ces de ce champ-là, déjà on va dire, par la contrainte de temps, c'est compliqué de tout aborder en même temps. Et puis, surtout, il y a des personnes, on va dire, plus compétentes, je pense, pour mieux argumenter, mieux vous expliquer ces parties-là. Donc, on n'abordera que la partie adulte. Donc, comme toute recommandation, on a respecté une méthodologie, hein, donc qui est la méthodologie GRADE, donc c'est-à-dire que on essaye de sélectionner des études qui ont un haut niveau de preuve, des études randomisées prospectives ou des méta-analyses, puisque c'est celles-là qui ont le plus haut niveau de preuve. Et donc, lorsqu'on a sélectionné ces études, on les a sélectionnées en essayant de répondre à des questions sur des critères durs que je vous ai mis ici. Donc déjà, concernant les patients, on a sélectionné des patients qui étaient admis pour une chirurgie non cardiaque avec une anesthésie générale ou loco-régionale et avec un suivi dans les 72 heures post-opératoires. Concernant les critères de jugement, on a essayé de sélectionner des études où il y avait des critères dits durs, en particulier la mortalité, mais on a également relevé si l'étude rapportait des événements cardiovasculaires majeurs avec le MACE, si l'étude rapportait une insuffisance rénale aiguë ou des infections post-opératoires. Donc, on a jugé que ces critères étaient pertinents et donc c'était pour nous important que dans les études qu'on sélectionnait, elles soient présentes. Et puis, il y avait des critères moins durs, mais qu'on relevait quand même parce qu'il y a un champ qui correspond à ces questions. C'était la durée moyenne de séjour et le coût des soins. Autre élément important juste dans la méthodologie pour clore un peu cette parenthèse, mais qui est quand même importante, c'est qu'on n'a pris que les études à partir de 2010, puisqu'on avait le souci, on va dire, que les études qu'on sélectionne soient quand même représentatives des soins qu'on propose actuellement dans nos différentes structures. Et donc, on a jugé qu'avant 2010, les études étaient trop loin, puisque les techniques chirurgicales avaient nettement évolué avec le non-invasif, et donc on voulait prendre en compte tous ces paramètres. Et donc, pour toutes ces raisons, on a commencé à partir de 2010. Alors, juste un autre élément méthodologique qui va nous permettre d'avoir une lecture un peu éclairée, puis on pourra par la suite aborder les recommandations de manière concrète, c'est que on a dû stratifier un peu le risque chirurgical. Enfin, c'est un risque global qui est lié au patient ou à la chirurgie, mais on a dû stratifier selon trois niveaux.
le risque attendu sur la mortalité. Et donc, on va dire, basé sur des éléments de la littérature, on a analysé les articles et on a proposé des recommandations selon que le risque de mortalité était faible à intermédiaire, ce qui correspondait à un risque de mortalité à moins de 1%. Ensuite, il y avait le niveau 2, c'est le risque élevé, c'est lorsque la mortalité attendue était entre 1 et 3%. Et le risque très élevé, c'est lorsque la mortalité était au-delà de 3%. Et donc, pour aborder concrètement les champs, donc, la RFE essayait de répondre à 5 questions. La question 1, c'était l'optimisation péropératoire de la pression artérielle. Le champ 2, c'était l'optimisation hémodynamique du volume d'éjection systolique et des indices dynamiques pour guider l'expansion volémique. Il y a un champ 3 qui est consacré aux indices de perfusion tissulaire, lactate, SVO2, GAP-CO2, donc on en parlera. Il y a un champ 4 qui concerne tout ce qui est expansion volémique, l'utilisation de vasoconstricteurs et l'utilisation d'inotropes. Et enfin, il y a un champ 5 qui est plus lié à tout ce qui est l'impact médico-économique, donc que ce soit la DMS ou le coût lié aux soins. Est-ce que ces optimisations hémodynamiques permettaient ou pas de réduire le coût lié à ce soin-là? Donc, premier champ de cette recommandation, donc c'était l'optimisation de la pression artérielle. Et avec la première question qui avait été posée, c'était quels objectifs de pression artérielle permettent de diminuer la morbimortalité? Donc, je vous rappelle, hein, morbimortalité, c'était les critères durs qu'on a sélectionnés. Événements cardiovasculaires, mortalité, insuffisance rénale, infection. Et donc, sur ces critères-là, la recommandation qui a été émise, donc avec un grade 2 et un accord fort, et qu'il est probablement recommandé d'éviter un niveau de pression artérielle inférieur à 60-70 mm de mercure chez le patient non hypertendu chronique afin de diminuer la morbimortalité. Donc, il nous paraissait important en tout cas de répondre à cette question et de donner un seuil de pression artérielle moyenne, puisque vous le savez, notamment si on transpose avec la réanimation, on a des données en réanimation sur quel seuil de pression il faut maintenir ou atteindre. Et dans le cadre de la RFE, donc, on avait émis la recommandation en disant surtout qu'il faut éviter et pas il faut atteindre. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde la littérature, ce qui est montré, c'est que lorsqu'on passe un temps en dessous d'un certain seuil, quelles que soient les définitions que vous prenez, et c'est le petit dessin que je vous ai mis en dessous, qu'on prenne un seuil, qu'on prenne un temps sous un seuil, qu'on prenne une surface comme la UC, la maximale ou le temps cumulé, bref, tous ces paramètres traduisent à peu près la même chose, c'est que plus on passe du temps en dessous une certaine valeur, plus il y a de la morbimortalité qui est augmentée. Et donc, c'est ce qu'on voulait traduire avec ce premier item de la RFE. Et donc, elle concerne que les patients non hypertendus chroniques. Sauf que, comme vous le voyez, c'est une recommandation grade 2, à savoir que, en fait, on n'a pas trouvé d'études randomisées prospectives qui répondent de manière spécifique à ces questions d'anesthésie. Mais il y avait quand même beaucoup de données robustes avec des grosses bases de données qui permettaient quand même de grader cette recommandation correctement. Donc là, je vous ai mis un exemple de papier qu'on avait cité dans la référence, mais avec toujours cette idée que plus on passe en tout d'un certain seuil, plus c'est péjoratif en termes de morbimortalité. Et ça, c'est aussi bien le temps qu'on passe en dessous que la dose d'hypotension, entre guillemets. Et les deux ensemble, c'est un aspect très cumulatif. Et si vous voyez ici, par exemple, à droite, plus on passe du temps avec en dessous de 75, 65 ou 55 mm de mercure, plus le risque de mortalité, par exemple, il est augmenté. Et c'est pareil pour les autres événements qu'on observe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dose-réponse, entre guillemets, mais dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Donc forcément, la question, étant donné qu'on a parlé du patient non hypertendu, il y a une autre question qui en découlait, qui était de savoir quel est l'objectif qu'il faut atteindre chez des patients hypertendus chroniques. Et donc, pour cette recommandation, il a fallu émettre un avis d'expert, à proprement parler dans la littérature, vous ne trouverez pas de papier qui répond à la question spécifique de l'hypertendu chronique. Et donc, on avait quand même des papiers qui montrent que globalement, lorsqu'on se concentre sur la pression artérielle d'un malade par rapport à sa valeur seuil, on diminue la morbimortalité. Et donc, la recommandation qui avait été émise, c'est de cibler un niveau de pression artérielle moyenne supérieur à 90% de sa valeur habituelle ou une pression artérielle moyenne
au moins supérieur à 70 millimètres de mercure chez les patients hypertendus chroniques pour diminuer la morbimortalité. Donc, il y a deux études au moins qui étaient de très bonne qualité qui avaient été faites. J'en ai mis une ici que vous connaissez probablement, qui était l'étude d'Emmanuel Fitier, où en fait, il y avait un brin interventionnel où il fallait éviter un écart de pression artérielle systolique de plus de 10 points. Et donc, l'idée, c'est que si on était sur une stratégie personnalisée avec un maintien d'une pression pas loin de la valeur référence d'un malade, globalement, on le préservait d'événements post-opératoires péjoratifs. Donc, elle ne s'apparentait pas spécifiquement à une population d'hypertendus chroniques. Néanmoins, on jugeait que sur cette étude et une autre étude également de très bonne qualité, on pouvait au moins émettre un avis d'expert sur cette recommandation. Il y avait une autre question qui avait été posée dans le champ 1 concernant la pression artérielle, c'est de savoir si tout bonnement, est-ce qu'il faut mettre ou pas une artère au patient, c'est-à-dire est-ce qu'il faut monitorer ou pas en continu la pression artérielle, puisqu'on vient de dire juste avant qu'il est important de ne pas passer en dessous d'un certain seuil pendant un certain temps. On voulait savoir si le fait de monitorer en continu avait un intérêt. Et sur cette question-là, on n'a pas pu émettre de recommandations, puisqu'en fait, il n'y avait pas de littérature qui permettait d'y répondre. Donc voilà à peu près pour le champ 1 et ce qui concernait la pression artérielle. Là, maintenant, on va passer au champ 2. Donc, le champ 2, donc, ça s'intéressait plus spécifiquement au débit cardiaque, au VES et aux indices dynamiques. Et donc, la question qui avait été posée, c'était de savoir si le monitorage continu du VES et ou des indices dynamiques pour l'expansion volémique permettait de diminuer la morbimortalité périopératoire. Donc, il y a je crois, quatre recommandations qui ont été émises sur ce champ. Donc, la première, c'est qu'il est probablement recommandé d'utiliser un monitorage du VES par Doppler œsophagien ou par analyse de la courbe de pression artérielle continue, donc via un cathéter artériel, afin de diminuer la morbimortalité périopératoire chez les patients à risque élevé et très élevé. Donc, j'insiste pour vous rappeler, donc, patients à risque élevé et très élevé, c'était des patients où le risque attendu de mortalité était au moins de 1%. Et donc, on considère que chez ces patients graves, il faut monitorer le VES. Pour la technique, c'est vous qui choisissez, ou le Doppler œsophagien, ou la technique du contour de l'onde de Poux. Mais il y avait quand même un niveau de preuve intéressant, donc que grade 2 quand même, mais en tout cas, il y avait un accord fort sur cette recommandation. Et on va dire que cette question avait été assez débattue au moment des RFE, mais en tout cas, on est arrivé quand même à ce consensus-là. Toujours dans la même lignée, si vous décidez de monitorer un patient avec une analyse de la courbe de la pression artérielle, donc avec la technique du contour de l'onde de Poux, il est probablement recommandé d'associer un indice dynamique type delta PP ou delta VES pour optimiser l'expansion volémique et une fois de plus de diminuer la morbimortalité chez les patients à risque élevé et très élevé. Donc j'insiste, pour l'instant, je ne parle que des patients à risque élevé et très élevé. Et donc, en fait, pareil, la littérature là, nous orientait quand même fortement sur le fait que lorsqu'on couplait le VES et les indices dynamiques, on avait des algorithmes de prise en charge hémodynamique qui étaient intéressants et qui permettaient de modifier la morbimortalité post-opératoire. Donc, juste une synthèse des deux techniques de monitorage dont je vous parle et que vous connaissez sûrement très bien. Il ne s'agit pas de refaire le cours sur ça. À gauche, les techniques du contour de l'onde de Poux avec plusieurs techniques qui sont possibles, mais sur lesquelles je ne reviens pas. Et donc à droite, le Doppler œsophagien. Alors peut-être que dans vos centres, vous l'utilisez peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, il faut savoir que dans les années 2010, il y a eu énormément de littérature, et même dans les centres, en tout cas, dans le centre où moi je travaillais, c'était en tout cas un monitorage qu'on utilisait énormément. Et donc il y avait quand même cette littérature qu'il fallait représenter dans cette recommandation, puisque, il y avait un niveau de preuve, une fois de plus, qui était positif. Et donc là, je vous ai mis en exemple donc, deux des principales études, une qui utilise l'onde de Poux et l'autre qui utilise le Doppler œsophagien. Donc ça, c'est pour, on va dire, les personnes qui souhaitent un peu développer la lecture sur le pourquoi du comment. Donc c'était des études où les patients étaient sélectionnés avec des patients graves, puisque vous voyez, on a des taux d'événements post-opératoires qui sont de l'ordre de 30 et 55%, donc bien au-delà de 3%. Et pareil, là, pour le Doppler œsophagien à droite, on est sur des risques post-opératoires, sur des complications qui étaient à plus de 3%.
Et donc, en tout cas, voilà, c'était deux des principales études où il y avait un signal très positif pour monitorer le VES. Et surtout, cette étude qui convient de connaître quand même, qui est l'étude Optimize, qui est une grosse étude euh, anglaise qui regroupait plus de 700 patients. Alors, l'étude en elle-même n'avait pas montré de bénéfice sur la mortalité avec le monitorage du VES, mais ils avaient également fait une méta-analyse où ils montraient que lorsqu'on optimisait le VES et le débit cardiaque, il y avait un impact positif sur la morbimortalité. Donc voilà, sur pourquoi on a décidé d'associer les indices dynamiques au VES, pardon, c'est qu'en fait, dans tous les algorithmes qu'on a sélectionnés dans cette recommandation, il était difficile de trouver une étude où, lorsque les auteurs n'optimisaient pas le VES, ils n'optimisaient pas également les indices dynamiques type VVE ou VVP. Et donc là, je vous avais mis l'exemple d'un des algorithmes de prise en charge hémodynamique sur une des références qu'on a mis dans la RFE. Et donc, c'est également pour comprendre pourquoi on a associé les indices dynamiques, mais il y a quasiment, enfin, il y a très peu de protocoles dans les études qu'on a sélectionnées où le VES n'était pas couplé à ces indices dynamiques, d'où une fois de plus cette recommandation d'associer les deux. Par contre, on avait formulé une absence de recommandation sur le fait que utiliser un indice dynamique seul pour diminuer la mortalité post-opératoire n'était pas possible. Ça veut dire en pratique, si demain vous voulez juste utiliser une courbe d'artère et faire afficher l'indice d'un delta PP, par exemple, sur votre scope ou autre, en fait, il n'y a pas de preuve dans la littérature qu'en se basant que sur un indice dynamique, vous allez aujourd'hui diminuer la morbimortalité. Et il n'y a aucune, en tout cas, étude qui a fait un focus que sur cet indice. Et donc, pour ces raisons-là, on n'avait pas émis de recommandation, mais ça nous paraissait important quand même de le notifier. Et il y avait également une autre recommandation qui était plutôt, on va dire, une absence de recommandation, c'est qu'il n'était pas recommandé d'utiliser un monitorage du VES et ou des indices dynamiques chez des populations à risque faible à intermédiaire, pour la simple et bonne raison, c'est que les quelques études qui ont été faites, globalement, n'avaient pas... Alors déjà, il y en a très peu, et surtout, il y avait très peu d'études qui avait inclus le nombre de sujets nécessaires ou qui avait, on va dire, la puissance suffisante pour répondre à la question chez des populations faibles et intermédiaires. Et ça, pour des raisons très techniques, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une étude chez des patients à risque faible et intermédiaire, il faudra inclure énormément de malades par définition, puisque l'événement est très bas. Donc voilà à peu près pour ce champ-là. Donc, monitorage du VES, oui, chez les patients à haut risque et très haut risque, couplé à un indice dynamique lorsqu'on utilise le contour de l'onde de pouls, mais vous pouvez aussi utiliser un Doppler œsophagien. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser un indice dynamique seul aujourd'hui. Et chez les populations à risque faible et intermédiaire, il n'y a pas lieu, en tout cas, il n'y a pas assez de niveau de preuve aujourd'hui pour dire qu'il faut monitorer le VES. Et donc là, c'est juste une synthèse d'un schéma qui est dans les RFE que vous pourrez retrouver, qui est que globalement, aujourd'hui, on vous propose d'optimiser, de maximaliser votre VES avec une première mesure basale chez votre malade qui sera votre mesure de référence. Vous allez faire un bolus de 250 ml environ et vous allez voir à peu près si le patient est précharge ou dépendant ou pas en fonction de la variation du VES. Et donc, avec des schémas assez classiques que vous connaissez très bien, j'imagine, à savoir que lorsqu'on a moins de 10%, il n'est pas nécessaire de remplir le malade davantage. Alors que si on a un delta de VES ou une augmentation de plus de 10%, on peut faire de nouveau un remplissage de 250 ml environ. Et puis après, vous partez sur une boucle où vous monitorez VVE et VES en continu. Et à chaque fois, il faut retenir le chiffre de 10%. À chaque fois que vous repassez au-dessus de 10%, ça vous incite normalement à maximaliser votre VES. Avec aussi en bas à gauche donc, les paramètres de rappel des indices dynamiques, un volume courant suffisant, un patient en rythme sinusal en ventilation mécanique. Donc, voilà, des choses assez classiques. Juste aussi un petit rappel ici que vous pourrez trouver dans la RFE, c'est les marques qui sont disponibles actuellement sur le marché en France. Enfin, une fois de plus, là, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Voilà, il y avait un peu, on va dire, une liste de ce qui peut être trouvé aujourd'hui sur le marché français. Troisième champ de RFE, donc c'était le lactate, le gap CO2 et la SCVO2. Et donc, à ces questions, on a pu répondre, mais surtout par des avis d'experts. Donc, la première question, c'était de savoir
Est-ce que lorsqu'un monitorage du lactate est fait de la saturation veineuse et ou de la différence artério-veineuse dans CE2, est-ce que cela permet de diminuer la morbimortalité périopératoire? Donc pour le lactate, la recommandation qui avait été émise est que chez les patients à risque très élevé, les experts suggèrent d'intégrer le dosage du lactate artériel dans le schéma d'optimisation hémodynamique pour diminuer la morbimortalité. Comme vous le voyez, c'est un avis d'expert, ça veut dire que malheureusement, aussi étonnant que ça puisse être, on n'a pas trouvé d'études aujourd'hui qui fait une optimisation guidée par le lactate dans des chirurgies importantes. Les seuls papiers qu'on a, on va dire, c'est des grosses cohortes comme celle que je vous ai mis en dessous, où on montre que lorsqu'il y a une hyperlactatémie dans les chirurgies majeures, elle est associée à de la morbimortalité post-opératoire. Mais il était difficile de ne pas émettre d'avis sur le lactate dans des chirurgies majeures. Donc, c'est un avis d'expert, mais aujourd'hui, vous n'avez pas d'études randomisées, en tout cas, sur laquelle on puisse statuer correctement pour émettre une recommandation gradée. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, il faut monitorer le lactate malgré tout. Concernant la SCVO2, donc là, j'imagine, enfin, ceux qui travaillent peut-être en animation sur du choc septique, là, il y a des recommandations, on va dire, qui suggèrent de le monitorer. Donc, il y avait également des données en anesthésie, donc il nous paraissait important de poser la question et d'y répondre du mieux qu'on peut. Et donc, la question était formulée comme pour le lactate. Et là, on avait un niveau de preuve, enfin, on avait des belles études qui étaient bien faites, mais qui étaient plutôt en défaveur de la SCVE2 avec une recommandation où il n'est probablement pas recommandé d'utiliser le monitorage de la saturation veineuse en oxygène pour diminuer la morbimortalité périopératoire. Donc, de tête, il y avait surtout deux études qui étaient très bien faites. Je vous ai mis brièvement les résultats d'une étude. C'est à chaque fois des études où les auteurs essayent d'optimiser sur un seuil de 75% la SCVO2, vraiment guidés par la SCVO2, avec des algorithmes de remplissage ou des algorithmes de noradrénaline, peu importe. En tout cas, dans l'exemple que je vous ai mis ici, ça ne modifiait pas, par exemple, la survenue de l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire. Et donc, actuellement, il n'y a pas de place pour la SCVO2 en anesthésie. Pareil pour la différence artério-veineuse en CE2, puisqu'on considère que ce marqueur est un reflet indirect du débit cardiaque, et donc au même titre qu'on s'était posé la question de savoir s'il faut monitorer le VOS ou pas, là on voulait savoir si c'était un reflet indirect euh, des complications qui pouvaient survenir. Et là, également comme pour euh, d'autres recommandations juste avant. On n'a pas pu ici émettre de recommandations puisque, il n'y avait pas assez d'études randomisées, il n'y avait même pas assez de données tout court pour pouvoir répondre correctement à la question. On a trouvé une seule étude randomisée, mais c'était une étude en fait où les auteurs cherchaient à optimiser le débit pour prescrire de la dobutamine au bloc opératoire. Et donc, ils utilisaient le gap CO2 comme marqueur pour savoir s'il faut mettre ou pas de la dobu. Et donc, c'est la seule étude randomisée qu'on avait avec des résultats qui étaient complètement non significatifs que je vous ai mis ici de principe. Il y a une autre limite en plus à l'utilisation de la différence artério-veineuse en CE2 comme de la CVE2, c'est que c'est des chirurgies où donc ça implique de mettre un cathéter central au niveau du territoire jugulaire et donc ça s'éloigne un peu des pratiques qu'on a actuellement avec peut-être moins de recours aux cathéters centraux. En tout cas, voilà. Pour la différence artério-veineuse de CO2, aujourd'hui, il y a pas de place pour ce marqueur. Brièvement également sur le NIRS, où, pareil, très peu de données dans la littérature, donc également une absence de recommandation sur l'utilisation du NIRS. Alors j'insiste, là, on est hors chirurgie cardiaque, on est aussi peut-être hors chirurgie, comme la chirurgie de la carotide, peut-être pour des centres où vous travaillez sur ça. Et donc, il n'y a pas de place pour l'utilisation de la NIRS sur de la chirurgie conventionnelle aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'études qui permettent de statuer dessus. Dans le champ 4, donc c'est le champ 4 qui concerne l'expansion volumique, la noradrénaline et l'utilisation d'inotropes. Je passe rapidement sur l'expansion volumique et je vous renvoie aux recommandations qui sont sorties de 2021 et qu'on a repris comme telles, nous, dans cette recommandation, qui est qu'aujourd'hui, lorsque vous utilisez, euh, vous voulez faire une expansion volumique, le type de soluté qu'il faut utiliser, c'est des cristoïdes balancés, surtout pour préserver l'équilibre acido-basique. Et donc ça, c'est une recommandation de grade 2 avec un accord fort. Et une fois de plus, ça avait déjà été statué dans d'anciennes recommandations, et donc j'insisterai pas dessus.
Sur les vasoconstricteurs, donc d'emblée, vous verrez que c'est déjà deux avis d'experts. Aujourd'hui, la question de savoir s'il faut utiliser ou pas des vasoconstricteurs pour une chirurgie à risque élevé à très élevé, la réponse est oui. L'avis qui avait été, les experts s'étaient positionnés pour dire que lorsque le VES est déjà optimisé par l'expansion volémique, les experts suggèrent d'utiliser un vasoconstricteur pour diminuer la morbimortalité périopératoire. Il y avait une autre question, c'est savoir lequel il faut utiliser. Et donc, à cette question, les experts avaient répondu que lorsqu'un vasoconstricteur est nécessaire, les experts suggèrent de privilégier une perfusion de noradrénaline comparativement à une perfusion de phényléphrine pour maintenir le débit cardiaque. Ces avis reposaient entre autres sur des études pharmacologiques où on sait qu'il y a un petit effet bêta avec la noradrénaline et que donc ça va permettre de maintenir le débit cardiaque plus que la néosynéphrine. Sur les inotropes, c'est également des avis d'experts parce que très peu d'études randomisées, mais il y avait un souci en tout cas pour le comité de répondre, de donner en tout cas un positionnement. En cas de persistance d'un index cardiaque inadapté après optimisation du VES par expansion volumique et de la pression artérielle par vasoconstricteur, les experts suggèrent d'utiliser un inotrope dans le cadre de l'optimisation hémodynamique pour diminuer la morbimortalité périopératoire. Donc, je vais prendre le temps 2 secondes. Il y a quelque chose qui est très important ici. L'idée, alors, ce n'est pas la volonté de dire qu'il faut commencer à mettre de la dobutamine ou un quelconque inotrope au bloc opératoire. Ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on a bien optimisé la pression artérielle, que, on est sûr que la volémie du patient est bonne et que malgré tout, on considère qu'il y a un problème de débit cardiaque qui est inadapté, à ce moment-là, on peut envisager d'utiliser un inotrope. Et on avait également répondu à la question de savoir quel inotrope il faut utiliser lorsque le débit cardiaque est inadapté. Et donc là, les experts s'étaient positionnés pour suggérer d'utiliser la dobutamine en première intention pour diminuer la morbimortalité post-opératoire. Je vous ai mis ici 3 études que j'ai déjà évoquées juste avant. En fait, lorsqu'on regarde les stratégies d'optimisation, il est très difficile de trouver des protocoles où on ne propose pas la dobutamine. Donc, c'est ça qui était un peu compliqué dans la rédaction de cette question. C'est qu'à proprement parler, il n'y a pas une étude qui s'intéresse à la dobutamine seule aujourd'hui, et ça paraît très compliqué de dire qu'on va faire une étude où on fait que dobutamine contre rien en première intention chez des patients qui vont bien. Mais notre positionnement sur les inotropes et sur la dobutamine est lié au fait que beaucoup d'études sur lesquelles on a travaillé pour rédiger cette recommandation proposaient à un moment ou à un autre d'utiliser un inotrope et en l'occurrence la dobutamine. Et donc, c'est dans ce sens, en tout cas, qu'on s'est positionné également. Et c'est comme ça qu'est venue la recommandation sur l'usage des inotropes. Enfin, pour attaquer la dernière partie de cette RFE qui était l'aspect médico-économique, donc il y avait 2 questions qui avaient été posées pendant ces RFE. C'était la première, savoir si l'optimisation hémodynamique permet de diminuer la durée moyenne de séjour. Et donc, la recommandation est qu'il est probablement recommandé chez les patients à un risque élevé et très élevé d'optimiser l'hémodynamique pour diminuer la durée de séjour. Donc, une fois de plus, hein, c'est que la population risque élevé, très élevé, parce qu'il n'y a que là qu'on trouve des études, on va dire, randomisées, bien faites. Et donc, pour la chirurgie à risque léger intermédiaire, il n'y a pas de positionnement dessus. Mais en tout cas, demain, si, il y a besoin de justifier de pourquoi il faut monitorer les patients, notamment vous avez des institutions avec lesquelles vous travaillez ou les directions, on voulait que cette recommandation puisse aider sur cet aspect-là. Et donc, il y avait un niveau de preuve avec, donc j'ai mis l'exemple de l'étude Optimize dont j'avais déjà parlé, où il trouvait une durée moyenne de séjour plus basse de 1 jour. Alors, 1 jour, vous pourrez débattre, savoir si c'est beaucoup ou pas, mais en tout cas, il y avait surtout des méta-analyses qui allaient dans le même sens, qui montraient bien que lorsqu'on monitore ou lorsqu'on optimise les dynamiques, en fait, on gagne sur la durée moyenne de séjour. Et donc, c'est pour ça qu'elle est gradée 2 avec quand même un accord fort. Et par contre, il n'y avait pas de recommandation sur le coût lié aux soins, puisqu'on n'a pas trouvé d'études médico-économiques qui s'intéressaient vraiment à éventuellement un coût de soins moins important lorsqu'on fait de l'optimisation hémodynamique.
Et donc, sur cet aspect-là, on n'a pas pu émettre de recommandations. Donc, voilà à peu près pour tous les champs de cette RFE. Je suis désolé, c'était un peu dense, mais il y aura un temps de parole après, donc j'espère qu'on aura le plaisir d'échanger. Là, je vous ai mis une synthèse un peu, on va dire, des principaux messages que je reprends très rapidement. Donc le champ 1, pour vous le rappeler, donc, c'était tout ce qui concerne la pression artérielle. Donc aujourd'hui, il est recommandé d'éviter de descendre en dessous de 60-70 mm de mercure chez les patients à haut risque et très haut risque non hypertendus. Et que chez les patients hypertendus, il faut probablement être plus haut, mais ce plus haut, personne ne sait à combien c'est exactement. Donc on a suggéré d'être au moins à 70 mm de mercure en pression artérielle moyenne, ou en tout cas d'éviter un delta de pression artérielle moyenne de plus de 10%. Concernant le VES et les indices dynamiques, aujourd'hui, il est recommandé de monitorer le VES seul ou avec des indices dynamiques par technique du contour de l'onde de pouls ou par Doppler œsophagien chez les patients à haut risque et très haut risque. Les indices dynamiques seuls, eux, ne permettent pas de réduire la mortalité et donc il n'est pas recommandé de les monitorer seuls. Et enfin, de manière générale sur le VES, aujourd'hui, chez le patient à risque léger et intermédiaire, il n'y a pas de recommandation puisque, une fois de plus, il n'y a pas de littérature suffisante sur cette population. Sur les indices de perfusion, c'était un avis d'expert, mais il est recommandé de monitorer le lactate chez les patients à risque élevé et très élevé. À l'inverse, la SCVO2, la différence artério-veineuse en CO2 et la NIRS ne sont pas recommandées, quel que soit le risque du malade. Sur l'expansion volumique et les drogues vasoactives, donc il faut utiliser des solutés balancées pour l'équilibre acido-basique. Lorsque vous avez besoin d'un vasoconstricteur et que le VES est optimisé, la noradrénaline est recommandée. Et si vous avez besoin d'un inotrope, parce que vous considérez que malgré tout ce que vous avez fait avant, le débit cardiaque est inadapté, c'est la dobutamine qui est recommandée. Mais donc, je vous rappelle, c'était un avis d'expert. Et enfin, lorsque vous optimisez aujourd'hui un patient sur un plan hémodynamique, vous êtes en train probablement de réduire, en tout cas statistiquement, la durée moyenne de séjour de ce malade. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on aura plaisir d'échanger quelques questions. Merci beaucoup, Osama. Je te laisse arrêter le partage peut-être de ton topo. OK. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, c'est toujours un challenge qu'on vous demande, vous, les orateurs des lundis du rare, de traiter d'un sujet très vaste en peu de temps, en étant synthétique, clair. Bon, tu as réussi, tu as relevé le défi, bravo, ça va. Donc, en attendant qu'il y ait des questions sur le chat, peut-être, n'hésitez pas si vous en avez. On va commencer avec les questions que moi j'ai prévues. Euh, Tu as dit que là, il y avait une stratification qui avait été décidée assez tôt par les experts dans les RFE, là, entre les patients plus ou moins à risque. Quel était vraiment l'objectif de ça? Est-ce que tu peux nous rappeler? Tu en as déjà parlé, mais... Oui, donc comme je disais, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une littérature vraiment très hétérogène et dans le sens où on se retrouvait des fois avec des techniques, on va dire, non invasives, par exemple, pour des patients qui étaient presque en chirurgie ambulatoire. Et à l'inverse, on avait également de la littérature avec des patients qui arrivaient, bon, j'exagère par exemple, mais pour une chirurgie hépatique. Et donc, il nous a jugé important au départ de commencer à ranger un petit peu les patients par case parce qu'on trouvait que c'était difficile de délivrer un message qui soit identique pour le patient qui vient pour une chirurgie de type, par exemple, une résection hépatique, et un patient qui est adressé en chirurgie ambulatoire, par exemple, pour une vésicule biliaire ou pour une prothèse de hanche. Et donc, très vite, on a été confronté à cette première difficulté qui s'est dit, bah, c'est pas possible, le message pour les lecteurs va pas être clair. Il faut que le message corresponde, on va dire, à une filière cohérente par rapport à ce qu'on fait dans la réalité. Et donc, il nous paraissait difficile aujourd'hui de dire qu'il faut monitorer le VES, par exemple, à quelqu'un qui va rentrer le matin et qui va sortir le soir. Et donc, à mon sens, je ne sais pas, alors moi je ne suis pas objectif, mais j'ai l'impression que les RFE retranscrivent un peu ça. Et puis surtout, en termes statistiques, on comprend tous très bien que qu'on va pas, qu'un patient qui vient pour une chirurgie hebdomadeure présente pas le même risque qu'une chirurgie ambulatoire. Et donc, il fallait que ça ressorte et que cette RFE colle à la réalité du terrain pour que le message soit bien perçu par tout le monde. Et Voilà. donc, j'espère que ça paraît clair en tout cas, mais
Mais c'était C'était tout à aussi, alors là, plus pour une question méthodologique aussi, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de littérature sur les populations les moins à risque, comme pour les raisons que tu donnais tout à l'heure, hein, c'est qu'effectivement, c'est un événement qui risque peu d'arriver dans cette population-là, donc il faudra des études avec énormément de patients qui ne seront sans doute jamais mises en œuvre, pour des raisons de faisabilité économique, de temps, choses comme ça. Ok. complètement. Euh, et pourquoi avoir séparé, encore une fois, si on est on est en train de parler de trois catégories pour le risque. Pourquoi est-ce qu'on sépare l'hypertendu et l'hypotendu? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas du tout le même type de recommandations et d'objectifs pour ces deux populations? En fait, c'est un peu Alors, je suis passé un peu brièvement dessus. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus on s'éloigne de la valeur basale d'un malade, dans le sens où plus on décroche par rapport à la pression artérielle habituelle du malade, plus le risque d'événements post-opératoires, qui soient cardiovasculaires, rénales ou même de décès, il est proportionnel. Et donc, en fait, il y avait l'idée de dire, et surtout, il y a des papiers comme le papier, une fois de plus, d'Emmanuel Futier, là, que j'avais mis en exemple, par exemple, qui est de dire que plus on est proche de la valeur référence d'un malade, et plus on protège le malade d'un événement lié à l'hypotension. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on a dû séparer le patient normotendu de l'hypertendu, puisque en fait, on sait forcément par définition que l'hypertendu a une pression artérielle moyenne plus élevée, sauf que lorsqu'on a parcouru la littérature à ce moment-là, vous ne trouverez pas aujourd'hui un papier où il y a écrit tout en haut optimisation hémodynamique que chez le patient hypertendu. Donc, il nous a jugé important quand même de retranscrire le fait que le patient normotendu et hypertendu n'avait pas le même niveau de pression artérielle moyenne, sauf que ça s'était retranscrit dans les RFE. Autant chez le patient normotendu, on sait qu'à peu près la valeur vraie est probablement autour de 65 mm de mercure, mais chez le patient hypertendu, aujourd'hui, personne ne peut dire quelle est la bonne pression artérielle moyenne. Donc, on a dû séparer les deux pour ces raisons-là. Et pour les patients hypertendus, on a insisté sur le fait que finalement, il fallait être pas loin de sa valeur de référence. Alors après, on peut débattre de cette valeur de référence. Est-ce qu'il faut la prendre le matin en bloc opératoire? Est-ce que c'est la veille? Est-ce que c'est en consultation? Donc, il y a plein de littérature sur ça. Mais en tout cas, on voulait quand même retranscrire le fait que le patient hypertendu, il est forcément pas sur le même régime par définition et qu'il y avait quand même des études qui étaient bien faites qui montraient que lorsqu'on reste autour de la valeur référence d'un malade, on le protège d'un événement post-opératoire majeur. Je rebondis sur ta question parce que c'est intéressant. En fait, tu dis qu'il y a de la littérature. En fait, sur c'est quoi on la prend quand cette fameuse pression artérielle basale, le patient de référence pour le patient? C'est une question qui se pose en pratique. C'est celle à l'arrivée au bloc, c'est celle qui est prise le matin dans le service, qui est prise au moment de la consultation. Bon, en tout cas, là, moi, j'ai au moins une étude en tête parce que c'est un sujet que, enfin, je trouvais la question rigolote, entre Oui, guillemets. oui. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps dans BGA, un an ou deux de tête, où en fait, il faisait une espèce de holter de pression artérielle dans les 24 heures avant une chirurgie. Et en fait, ce qu'il montrait, c'est que la pression que nous, on prend comme référence, qui est souvent celle au moment où le patient entre en bloc, est la pire. Et la pire est la moins représentative. Donc, en tout cas, il y a quand même des beaux papiers descriptifs aujourd'hui qui montrent qu'en fait, la pression artérielle de référence d'un malade, ça serait au moins la veille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on est en amont et plus on s'approche de la réalité. Et idéalement, ça serait peut-être celle qu'il faut qu'on prenne en consulte, même si la consulte est aussi un moment de stress pour le malade. Mais en tout cas, il y a quand même aujourd'hui des papiers qui montrent bien que celle qu'on prend au bloc le matin, qu'on prend pour valeur de référence, c'est vraiment celle-là qu'il ne faut pas prendre, quoi. Bon, donc un conseil par la négative. Ok. Euh, Toujours sur les choses très très pratiques, que penser des moyens non invasifs de monitorage hémodynamique parce qu'on les utilise quand même au bloc opératoire dans la pratique courante. Qu'est-ce qu'on en fait? On les jette, on les garde, on attend qu'il y ait des papiers plus puissants. Alors, de toute façon, bah, c'est vrai que ça avait été une frustration, en effet, cette question du non-invasif, parce qu'on est quand même tous séduits. Moi, le premier, j'adore beaucoup le non-invasif. C'est dans l'air du temps de moins techniquer les malades, c'est moins chronophage, c'est moins consommation de soins. Mais une fois de plus, ce qu'on s'est aperçu lorsqu'on a parcouru la littérature sur cette question-là, c'est que sur du haut risque et très haut risque, vous trouvez déjà très peu de non-invasifs. Et c'est pour ça qu'on a insisté sur le fait qu'il fallait utiliser une technique de contour de l'onde de pouls de Doppler œsophagien, parce que dans cette population à risque, c'était les principaux monitorages que vous trouviez. Et que le non-invasif, globalement, avec les techniques de Plétismo ou autres,
était surtout sur des chirurgies, par exemple, orthopédiques ou des chirurgies abdos, mais je dirais pas majeures. Et lorsqu'on s'intéressait à ces papiers-là, on se rendait compte qu'en termes de puissance et d'effectifs à atteindre pour répondre correctement à la question, ces études ne permettaient pas de répondre correctement. Et à l'époque, alors quelques papiers sont encore sortis depuis, mais on n'avait que un ou deux papiers, parce que donc, ces recommandations, on a quand même commencé à réfléchir dessus en 2020. Et donc à l'époque, les papiers en non-invasif n'étaient pas aussi importants que maintenant. Et donc on avait jugé qu'en fait, on ne voulait pas envoyer un message négatif sur le non-invasif en disant n'en faites pas, mais on jugeait qu'on n'avait pas assez de preuves dans la littérature pour répondre correctement. Et donc comme on voulait quand même pas tuer une technique entre guillemets qui est prometteuse peut-être ou qui peut être utile dans certains cas. Donc on avait jugé qu'on ne pouvait pas statuer sur celle-là. Et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui. En tout cas, pour répondre à la question, il y a sûrement une place pour certains types de chirurgie. Moi-même, je l'utilise dans certaines situations où justement je ne vais pas mettre de courbe d'artère ou je ne vais pas mettre de Doppler œsophagien. Mais cette place reste encore à définir. Et en tout cas, au moment de recommandation, il n'y avait pas encore assez de maturité pour répondre à ces questions. Mais voilà. Même question pour le NIRS, peut-être une réponse assez proche aussi, peut-être. Bah, le NIRS, en fait, pareil, la surprise est que sûrement de manière assez logique, on a peut-être été ambitieux en posant cette question sur le moment de l'utilisation de la NIRS en chirurgie hors CCV, on va dire. Mm. Et donc là, pareil, on s'est retrouvé finalement avec un vide, entre guillemets, dans la littérature. Il y a des études observationnelles qui s'intéressaient à la dysfonction cognitive en fonction des valeurs du NIRS, avec des protocoles assez alambiqués, qui mélangeaient NIRS et BIS, mais c'était que des études observationnelles et surtout, elles étaient, euh, elles étaient pas du tout selon le standard méthodologique qu'on en aurait souhaité, à savoir des études prospectives randomisées. Et donc là-dessus, on n'a pas émis de recommandations, mais une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais il y a c'est des populations très spécifiques, hein. Donc, j'insiste sur le fait que, par exemple, pour des chirurgies vasculaires, type carotide, par exemple, en chirurgie cardiaque, il y a déjà un peu plus de littérature, même si également là, le niveau de preuve n'est pas suffisant. Mais là, tout bonnement, on ne pouvait vraiment pas émettre de recommandations sur cette technique-là, quoi. Ça m'amène à ma question suivante. Pourquoi est-ce qu'en fait, dans cette RFE, bah, il y a tant d'avis d'experts, en fait? Puisque, je sais pas, j'ai compté, hein, il y a 2 recommandations de grade 1, on a 8 de grade 2, il y a 8 avis d'experts, et le reste, c'est absence de recommandations. Donc, c'est quoi la raison principale à tout ça? Bah, c'est vraiment ça. Enfin, je pense que ça a été une surprise pour tous les experts. En tout cas, ça l'a été pour moi, à savoir qu'en fait, sur des questions qu'on pense acquises, sur des soins de quotidien comme l'utilisation du lactate, de la dobutamine, voilà, qui sont, on va dire, le standard, on se rend compte que finalement, des études avec la méthodologie GRADE, une fois de plus, ce qui est important de comprendre dans CRFE, c'est qu'il y a une méthodologie à respecter, qui est la méthodologie GRADE. À savoir qu'il faut qu'il y ait une étude randomisée ou une méta-analyse qui répond spécifiquement à la question. Ça veut dire qu'il fallait qu'on trouve, par exemple, une étude randomisée qui fait une stratégie guidée par le lactate ou une étude randomisée qui donne une stratégie guidée par la dobutamine en première intention. Et donc, on s'est aperçu que ces études n'existaient pas. Donc, aujourd'hui, personne ne discuterait le fait que le lactate est indispensable pour monitorer un malade, sauf qu'en fait, si on s'en tient à la méthodologie GRADE, il n'y a pas de RCT, il n'y a pas de méta-analyse qui permet d'émettre, de grader justement la recommandation. Mais à l'inverse, on était quand même mis en porte-à-faux du fait que ça nous paraissait difficile de ne pas apporter quelque chose sur des questions aussi importantes que l'utilisation de la dobutamine, la noradrénaline, le lactate. Et donc, peut-être que sa recommandation a été trop ambitieuse au départ, mais une fois de plus, il y avait le souci de la plupart des experts d'apporter des réponses sur ces items de tous les jours, à savoir l'utilisation de la dobutamine, de la noradrénaline, que faire du lactate au quotidien. Et donc, à défaut de trouver des études bien faites, randomisées, ça a découlé en effet sur quelques avis d'experts. Mais une fois de plus, il y avait de la difficulté, c'est ce que j'ai montré dans une des slides, c'est qu'en en fait, c'est très dur de séparer une optimisation d'une autre. C'est très dur aujourd'hui dans les algorithmes que je vous ai mis en exemple.
Il n'y a aucun algorithme qui fait qu'une seule chose à la fois. Donc c'est ça qui rendait aussi la question très compliquée. C'est qu'en fait, ça paraît difficile aujourd'hui de faire que de la dobutamine seule. On va forcément faire de la dobutamine avec du monitorage du VES, avec du monitorage de la pression artérielle. Et donc peut-être qu'une fois de plus, on a été trop ambitieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour respecter la méthodologie, on a émis des avis d'experts du coup. Alors, est-ce que tu sais s'il y a des études en cours ou à venir qui on va peut-être pouvoir remplir un peu ce vide bibliographique? Alors là, clairement, enfin, un des champs où il y a, il y a plus de recherche active actuellement, c'est le champ 1. Il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être faits actuellement sur l'optimisation de la pression artérielle. On a mis dans l'argumentaire les études à venir qui étaient déclarées, en tout cas sur le registre d'études type clinical trial, pour peut-être les lecteurs qui vont lire la RFE, qui puissent suivre un peu les résultats de ces travaux. Mais aujourd'hui, on arrive vraiment sur une stratégie dite personnalisée. Alors, c'est vrai dans beaucoup de domaines de la médecine actuellement, mais aujourd'hui, on essaie d'arrêter de généraliser, de donner un chiffre pour tout le monde. On est sur des stratégies un peu comme l'étude d'Emmanuel Futtier, où on essaye de dire qu'on reste autour de la valeur référence d'un malade, comme dans l'étude d'INPRES, mais il y a également d'autres études. Et en tout cas, il y a des études en devenir sur ça, avec cette stratégie de dire, bon, on ne sait pas quelle est la bonne valeur, mais on va essayer de respecter la valeur du malade. Et c'est peut-être plus ça le message aujourd'hui. Et en tout cas, sur ce champ-là, il y a pas mal d'études. Aujourd'hui, sur le VES et les autres champs, à ma connaissance, il y a une recherche qui est moins active, même si, par exemple, on a parlé de l'étude Optimize, qui était l'étude anglaise que je vous ai présentée. Donc, il y a Optimize 2, normalement, qui est en cours, qui est fini, qui a même été reviewé. Donc, les résultats, pour l'instant, ne sont pas connus. Mais on va dire que c'est l'une des dernières études de grande envergure qui vont sortir prochainement et qui vont répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire du VES, est-ce que ça va aller dans l'autre sens ou pas par rapport aux recommandations. Mais voilà à peu près actuellement. Après, je pense que par l'avenir, on a tellement progressé là même sur la technique chirurgicale, sur le non-invasif, je suis pas sûr que demain il y aura beaucoup de chercheurs qui vont essayer de faire des grosses études sur l'hémodynamique. En tout cas, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile. Merci beaucoup, Oussama, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. On était Ouais, très hein. heureux de t'avoir. Merci à tous d'avoir assisté au lundi du rare numéro 23. Je vous donne rendez-vous le 3 juin 2024 à 18 heures pour le prochain lundi du rare. Nous recevrons la professeure Alice Blake, qui est médecin anesthésiste réanimatrice aux Hospices civils de Lyon. Elle nous parlera des médicaments de l'insuffisance cardiaque en anesthésie. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site www.rare.bzh, sur nos réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Au revoir.